Il n'y avait aucune raison apparente pour que ce mercredi devienne le jour où le destin de Camille basculerait. Mais dès qu'elle franchit la porte vitrée de l'immeuble, elle sentit que quelque chose n'allait pas. L'air semblait plus lourd, presque chargé d'une tension silencieuse qu'elle ne comprenait pas encore. Les conversations s'interrompaient lorsqu'elle passait, les écrans se fermaient trop vite, et certains regards qu'elle croyait bienveillants se détournaient avec une étrange nervosité. Elle ignorait que dans moins d'une heure, son monde professionnel serait détruit d'un seul geste, accompagné d'un rire qu'elle n'oublierait jamais. Elle marcha jusqu'au bureau de son supérieur, Marc Vanier, un homme dont l'assurance frôlait l'arrogance et qui aimait rappeler subtilement son pouvoir sur chacun. Il l'avait convoqué par un message laconique, presque mécanique, sans contexte ni explication, ce qui n'était jamais bon signe. Camille frappa doucement à la porte entr'ouverte, et Marc leva les yeux vers elle avec un sourire crispé qui n'avait rien de chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui se préparait à savourer une scène qu'il avait lui-même orchestrée. Il lui fit signe d'entrer, puis de s'asseoir, avec un calme trop parfaitement calculé pour être naturel. Elle sentit son cœur accélérer, mais elle garda le dos droit, déterminée à ne pas montrer la moindre fragilité. Marc prit son temps. Il réordonna des feuilles inutiles, fit glisser un stylo entre ses doigts comme s'il cherchait à ralentir le moment. Puis il inspira profondément, posa les coudes sur le bureau et lâcha d'une voix presque amusée. « Camille, nous allons devoir nous séparer de vous. Votre poste est supprimé. » 3 secondes de silence suffirent pour faire disparaître chaque certitude qu'elle possédait. Elle resta immobile, incapable de comprendre si elle était victime d'une manipulation, d'un caprice ou d'une décision froide venue d'en haut. Mais quand elle vit l'éclat presque diverti dans les yeux de Marc, elle comprit immédiatement. Il n'était pas seulement en train de l'évincer, il savourait l'instant. Elle demanda calmement la raison de cette décision, espérant au moins une explication logique, mais il haussa les épaules avec une désinvolture déconcertante. « L'entreprise évolue, vous n'êtes plus aligné. » Puis il ajouta, comme pour s'assurer qu'elle comprenait bien l'humiliation, rien de personnel évidemment. Et c'est à cet instant précis, lorsqu'elle se leva pour partir, que Marc eut un petit rire bref, sec, totalement inutile, un rire qui résonna plus fort que n'importe quelle insulte. Ce rire la suivit jusqu'à la porte, se grava dans sa mémoire comme une brûlure, et devint quelque chose de plus puissant qu'une blessure, un moteur. Camille quitta le bureau en silence, mais sur son visage se dessinait une expression que personne n'avait jamais vue chez elle, un calme glacial, une détermination brutale, une lucidité nouvelle. Les couloirs lui parurent plus étroits qu'à son arrivée, presque oppressants, mais elle avançait comme si elle marchait déjà vers une destinée différente. Certains collègues lui adressaient des regards gênés, d'autres feignaient de ne rien voir, mais personne n'osa lui parler. Elle traversa l'immeuble, descendit les escaliers, et lorsqu'elle poussa la porte donnant sur la rue, un vent froid la frappa au visage comme pour lui rappeler qu'un monde nouveau l'attendait, un monde dans lequel elle n'avait plus rien à perdre, et donc tout à gagner. Elle s'arrêta sous le porche, inspira profondément, et sentit quelque chose s'enflammer en elle. Ce n'était pas de la peur, ni du désespoir, c'était une résolution absolue, une certitude pure. Marc croyait l'avoir éliminée de son univers, mais il venait tout juste de déclencher sa métamorphose. Et ce que Camille ignorait encore, c'est que dans quelques jours, les rôles se renverseraient d'une manière si spectaculaire que même les spectateurs les plus sceptiques laisseraient un like sans réfléchir, juste pour voir jusqu'où cette histoire improbable irait. Car ce jour-là, au moment exact où le rire de Marc mourut derrière elle, Camille prit une décision silencieuse qui allait changer sa vie. Elle reviendrait. Et pas en employée, pas en subalterne. Elle reviendrait autrement. Elle reviendrait au sommet. Camille marchait sans vraiment savoir où ses pas la conduisaient, comme si son corps avançait automatiquement tandis que son esprit restait piégé dans le bureau où Marc avait éclaté de rire.
Le vent froid qui balayait la rue ne la réveillait pas vraiment, mais il coupait la brûlure dans sa poitrine, la transformant en quelque chose de plus net, plus tranchant. Elle n'était plus une employée blessée. Elle devenait lentement une adversaire en gestation, une femme en train de rassembler toutes les pièces de sa propre revanche, sans même en avoir conscience. Les voitures passaient, les gens parlaient, les vitrines brillaient. Mais Camille n'entendait rien, absorbée par un mélange étrange de rage silencieuse et de lucidité froide. Elle s'arrêta finalement près d'un café, non pour y entrer, mais pour s'appuyer contre la façade de pierre. Elle avait besoin de respirer, de comprendre, de laisser la scène se rejouer dans sa tête jusqu'à ce qu'elle devienne autre chose qu'une blessure. Elle ferma les yeux, repensant à ce rire, à ce geste de la main que Marc avait fait comme s'il chassait une poussière inutile, comme si elle n'avait jamais eu le moindre poids dans l'entreprise. Ce geste serait son point de départ. Elle le savait. Mais que faire maintenant? Elle n'avait pas encore de plan, seulement un instinct brut qui murmurait qu'elle n'en avait pas fini avec Moncler Industries. Au même moment, son téléphone vibra. Elle le sortit machinalement de sa poche, n'attendant rien, et fut surprise en voyant un nom qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Élise Morel. Une ancienne collègue, devenue consultante indépendante, connue pour naviguer entre les entreprises comme un fantôme stratégique. Camille hésita avant de décrocher, puis appuya finalement sur le bouton. « J'ai appris ce qu'il s'est passé », dit Élise sans préambule, sa voix basse et sûre, comme toujours. « Je suis passé près des bureaux. Tout le monde parle de toi. » Camille eut un rire sans joie. « Je suppose que Marc a trouvé ça divertissant. » Divertissant pour lui, oui, mais pas pour tout le monde. Tu serais surprise de voir combien de gens le détestent en silence. Camille releva légèrement la tête attentive. « Et pourquoi tu m'appelles ? » « Parce que Moncler va bouger. Il y a des rumeurs de vente, et quelqu'un, quelque part, aura besoin d'informations internes pour comprendre où mettre les mains. Tu connais l'entreprise mieux que personne. » Camille se détacha du mur, un frisson courant dans sa colonne vertébrale. « Une vente ? Tu es sûr ? Aussi sûr que l'on peut l'être dans ce milieu. Tu devrais parler à Claire Duroy. Elle cherche une opportunité de rachat depuis des mois. Je peux lui transmettre ton numéro, si tu veux. » Le cœur de Camille accéléra. Claire Duroy, une femme puissante, respectée, dont le nom seul suffisait à faire hésiter les dirigeants les plus arrogants. Camille n'avait jamais imaginé entrer dans son monde, mais maintenant, la possibilité semblait presque logique. « Transmets-lui », dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le croyait possible. « Tu es sûr de toi ?» demanda Élise. « On ne revient pas en arrière après ça. » « Je suis plus sûr que jamais. » Après avoir raccroché, Camille resta immobile quelques secondes, le téléphone encore dans la main. Le monde semblait soudain moins flou, moins menaçant, comme si une porte venait de s'entr'ouvrir devant elle, une porte qu'elle n'aurait jamais osé pousser auparavant. Puis, à peine 3 minutes plus tard, son téléphone vibra de nouveau. Un message, un seul, de Claire Duroy elle-même. « On m'a parlé de vous. Rencontrons-nous, aujourd'hui. » Camille sentit son souffle se couper. Tout allait trop vite, presque irréellement vite, mais elle ne reculerait pas. Pas maintenant. Pas alors que l'horizon semblait enfin changer. Elle répondit immédiatement. « Dites-moi l'heure et le lieu. » 1 minute passa. 2, puis un nouveau message arriva. 17 heures, bureau Duroy Capital. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur Moncler. Camille rangea son téléphone, le cœur battant, une énergie nouvelle circulant dans ses veines. Elle avait quitté Moncler quelques minutes plus tôt comme une employée humiliée. Elle venait maintenant de franchir le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et si quelqu'un, au loin, observait cette montée silencieuse, il sentirait que la revanche n'était pas seulement possible, elle était inévitable. Et ce genre d'histoire, le public le savait bien, méritait qu'on reste jusqu'à la fin. Camille arriva devant le bâtiment de Duroy Capital avec une avance inhabituelle, comme si son corps refusait l'idée même d'être en retard pour un moment capable de redessiner sa vie. Le siège imposant,
tout en verre et en lignes métalliques, se détachait du paysage comme une forteresse moderne où seuls entraient ceux qui avaient quelque chose de précieux à offrir. Elle inspira longuement avant de pousser la porte, essayant de calmer le tumulte électrique qui vibrait dans sa poitrine. Mais au fond, elle savait qu'elle n'avait jamais été aussi vivante. À l'accueil, la réceptionniste leva les yeux et sembla immédiatement reconnaître son nom. « Madame Duroy vous attend. » Sans poser la moindre question, elle lui indiqua un ascenseur privé. Un signe clair. Claire ne recevait pas n'importe qui. L'ascenseur montait silencieusement, trop silencieusement, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Camille se vit dans les parois en acier brossé. Elle ne paraissait ni brisée ni perdue. Elle paraissait attentive, prête, dangereusement concentrée. La femme renvoyée quelques heures plus tôt semblait déjà appartenir à une autre vie. Quand les portes s'ouvrirent, Claire Duroy se tenait là, appuyée contre la table de réunion, vêtue d'un ensemble sobre, élégant, presque intimidant. Ses yeux clairs observèrent Camille comme on observe un dossier déjà prometteur. « Entrez, Camille. J'attendais ce moment. » Camille sentit un mélange étrange de fierté et de vertige. « Merci de me recevoir si rapidement. » Claire esquissa un sourire fin. Ce n'est pas tous les jours qu'une pièce maîtresse d'une entreprise en turbulence tombe du ciel. Installez-vous. Elles s'assirent et Claire entra immédiatement dans le vif du sujet. On m'a dit que votre départ de Montclair était spectaculaire. Camille haussa légèrement les sourcils. Disons qu'il était théâtral, mais pas de mon initiative. Parfait, répondit Claire. Ce genre d'histoire attire l'attention, surtout lorsque quelqu'un revient ensuite plus haut que prévu. Sa voix était calme, mais tranchante, comme si elle sculptait déjà le futur. Camille sentit ses doigts se serrer légèrement autour de la chaise. « Vous voulez racheter Montclair, et vous avez besoin de quelqu'un qui connaît le terrain. » Claire hocha la tête. « J'ai besoin d'informations internes, de failles, de zones de tension. Et surtout, j'ai besoin d'une personne qui veut régler ses comptes intelligemment. On ne renverse pas une entreprise sans motivation. Et vous, Camille, vous en débordez. » Le mot « renverser » fit naître un frisson dans la colonne de Camille. Elle repensa au rire de Marc, au geste méprisant de sa main, à son regard satisfait. Elle revit la scène comme si elle y était encore, et quelque chose se solidifia en elle. « Je sais où Montclair est vulnérable. » répondit-elle. Leur dossier interne, la stratégie commerciale, leurs 3 erreurs de prévision, les contrats qu'ils veulent cacher. Je sais exactement où Marc a bâti son château de cartes, et je sais comment le faire tomber. L'intérêt dans les yeux de Claire devint palpable. Voilà ce que je voulais entendre. Elle tendit un dossier à Camille. Je vous propose un rôle consultatif dans l'opération. Confidentialité totale, rémunération généreuse. Et si l'acquisition se fait, un poste de direction. Le monde sembla s'arrêter autour de Camille. Un poste de direction. Dans Montclair, l'entreprise qui l'avait jetée dehors. Elle ne l'avait pas encore achetée, mais déjà, elle en apercevait le sommet. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà une partie de la réponse. Parce que vous êtes motivée, compétente, et parce que vous avez ce que la majorité des cadres n'ont pas, un moteur émotionnel contrôlé. Une injustice peut paralyser quelqu'un. Vous, elle vous propulse. Camille sentit un souffle chaud lui monter au visage. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue, aussi lue. Claire ajouta plus doucement « Et puis, entre nous, j'adore les histoires dans lesquelles on revient par la grande porte. Le public aussi. » Cette phrase fit vibrer quelque chose en Camille. Elle imagina les gens suivant son parcours, laissant des likes, des commentaires, attendant la suite comme un épisode brûlant d'une série dramatique. Cela ne la distrayait pas, au contraire. Cela alimentait sa marche. « Alors ?» demanda Claire. « On renverse Montclair ?» Camille inspira profondément puis posa sa main sur le dossier. « Oui, on le renverse. » Dans cette pièce silencieuse, une alliance venait de naître.
une alliance capable de transformer une humiliation en triomphe. Et tandis que Claire resserrait le dossier entre elles, Camille sentit que quelque chose venait de commencer, quelque chose de plus grand qu'une revanche. C'était une ascension. Il faisait encore nuit quand Élise se réveilla le lendemain, comme si son esprit avait décidé de continuer la course avant même que son corps ne comprenne ce qui se passait. La veille, elle avait passé des heures à revoir chaque document, chaque clause, chaque chiffre du dossier d'acquisition. Ce qui avait commencé comme un simple désir de revanche silencieuse ressemblait maintenant à une machine lancée à pleine vitesse, impossible à arrêter. Et au fond d'elle, une petite voix, ironique, presque moqueuse, répétait « Il a ri quand il t'a renvoyé. Rira-t-il encore quand il apprendra ce que tu prépares ?» Elle se prépara un café trop fort, comme d'habitude, puis s'installa devant son ordinateur. Les emails reçus pendant la nuit confirmaient ce qu'elle avait commencé à suspecter. La situation financière de l'entreprise était encore pire que ce que les chiffres officiels laissaient croire. Léonard, fidèle à lui-même, avait maquillé certaines pertes pour ne pas effrayer les investisseurs. Rien d'illégal, mais suffisamment imprudent pour faire trembler le conseil d'administration. Pour une société qui dépendait de cycles d'investissement trimestriels, cette dissimulation pouvait être le début d'un naufrage. Un naufrage dont elle pourrait devenir le capitaine, pensa-t-elle en souriant, une sensation étrange de pouvoir montant lentement dans ses veines. À 9 heures précises, elle entra dans une salle de réunion luxueuse, dans un immeuble du centre de Paris. De grandes vitres donnant sur la ville, une table de conférence trop brillante, des sièges en cuir où se tenaient 3 personnes qui avaient le regard de ceux qui contrôlent des millions d'euros comme on contrôle des crayons. Le genre de regard que Léonard imitait sans jamais vraiment le posséder. « Mademoiselle Laurent, asseyez-vous. Nous avons lu votre proposition. » Elle s'installa, dos droit, cœur calme. Les membres du conseil échangèrent des dossiers, des chiffres, des graphiques. L'un d'eux prit la parole. « Soyons clairs, nous n'envisagions pas de céder la gestion opérationnelle à une ancienne employée. Mais votre analyse est la plus précise que nous ayons vue depuis des mois. » Un autre ajouta. « Vous aviez accès à ces données en tant que responsable. » Elle secoua la tête. « Non, j'ai simplement vu ce que Léonard refusait de regarder. Il y a des fuites dans le système, des opportunités qu'il laisse passer et des erreurs de gestion interne qu'il refuse d'admettre. Je ne veux pas seulement acheter. Je veux réparer. » Un silence lourd s'installa. Le genre de silence où les destins basculent. Le plus âgé des membres du conseil croisa les doigts. « Nous allons être directs. » Léonard perd la main. Nous le soutenions par loyauté, mais l'entreprise subit. Votre proposition arrive au moment parfait. Si vous sécurisez le financement final avant la fin de la semaine, nous sommes prêts à signer. Le souffle d'Élise resta suspendu dans sa gorge. Elle avait prévu 1 mois. Il lui donnait 5 jours. Je peux le faire. Elle dit cela sans trembler. Et à cet instant précis, elle réalisa que c'était vrai. En sortant du bâtiment, Paris semblait différente. Le vent plus vif, les voitures plus rapides, les passants plus déterminés. Ou peut-être que c'était elle qui avait changé. Léonard n'était plus le centre de l'histoire. Il devenait un chapitre, un détail, une étape sur la route qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle. Mais la partie la plus délicate restait à venir, le financement. Elle passa l'après-midi à enchaîner les appels, les présentations, les révisions de dossiers. Certains investisseurs étaient intrigués par son audace, d'autres se méfiaient de sa jeunesse. Un lui dit même « C'est courageux, mais Léonard n'est pas un adversaire facile. » Elle répondit simplement « Je ne veux pas l'affronter. Je veux lui offrir quelque chose qu'il a perdu, une direction claire. » Cette phrase frappa étrangement sa propre conscience. Était-elle en train de faire ça pour se venger ou pour sauver quelque chose qu'elle avait aimé malgré tout? Un poste qu'elle avait perdu injustement, une entreprise qu'elle connaissait mieux que personne, une part d'elle-même qu'on avait essayé d'éteindre. À 19 heures, la lumière commença à tomber sur la ville. Ses épaules la brûlaient, ses yeux piquaient, et sa voix était rauque d'avoir trop parlé.
Mais juste avant de fermer son ordinateur, un dernier email arriva. Objet. Accord de principe. Fonds Horizon Atlantique. Elle resta immobile. C'était l'un des plus grands fonds intermédiaires d'Europe. Elle ouvrit le message. Le financement était validé, sous condition d'une réunion finale dans les 48 heures. Élise sentit un rire monter en elle, pas un rire moqueur, pas un rire cruel, un rire incrédule, libérateur, nerveux. Elle murmura « Léonard, tu vas tomber de haut !» Elle ne se réjouissait pas de sa chute. Ce n'était pas ça. C'était la justice poétique du destin, la vie qui réarrangeait les pièces du puzzle pour montrer que personne ne devait être sous-estimé, surtout pas celle qu'on avait renvoyée en riant. Avant d'éteindre tout, elle jeta un dernier regard à son écran. Dans un coin de la fenêtre de son navigateur, YouTube lui suggérait une vidéo d'entrepreneuriat sur les retournements de carrière spectaculaires. Elle sourit. Je devrais peut-être raconter tout ça un jour. Qui sait, ça pourrait inspirer quelqu'un. Elle avait raison. Et cette histoire, Diego, egesta virando uro drammatico. Le lendemain matin, Élise se sentit étrangement calme, comme si son corps avait enfin compris que courir ne servait plus à rien. Maintenant, il fallait frapper. Pas dans le sens violent, mais dans le sens précis, stratégique, chirurgical. La réunion avec le fonds Horizon Atlantique était fixée pour 14 heures. C'était la dernière pièce du puzzle. Si elle la plaçait correctement, tout le reste s'alignerait comme si le destin avait été écrit à l'avance. Elle passa la matinée à revoir chaque détail, chaque projection, chaque question qu'il pourrait poser. Elle s'entraîna devant un miroir. Non pas pour contrôler son apparence, mais pour maîtriser ce mélange de détermination et de vulnérabilité qui l'habitait depuis le début de cette aventure. Elle n'était pas une femme d'affaires sortie d'une école prestigieuse. Elle n'était pas une héritière habituée aux deals à plusieurs millions. Elle était simplement quelqu'un qu'on avait humilié, sous-estimé et renvoyé avec un rire. Une personne qui avait décidé de ne plus jamais baisser la tête. À midi, elle attrapa un taxi et regarda les rues défiler. Paris semblait vibrer sous une tension qu'elle seule percevait. Ou peut-être que c'était juste son cœur. En arrivant devant l'immeuble du fond, un bâtiment de verre et d'acier qui renvoyait la lumière comme une arme, elle inspira profondément. C'était ici que tout allait se jouer. Elle entra. Les portes automatiques s'ouvrirent comme si elle la reconnaissait. La réceptionniste sourit, vérifia son nom, puis l'escorta jusqu'à une salle de réunion. Un décor minimaliste, presque intimidant. Une longue table, 3 verres d'eau, un écran éteint. Le genre d'endroit où des fortunes naissent ou s'effondrent. 2 minutes plus tard, les représentants du fonds entrèrent. 3 personnes, une femme d'une 50aine d'années au regard tranchant, un homme qui prenait des notes avant même qu'on ne parle, et une jeune analyste qui observait tout comme si elle préparait un rapport sur la façon dont les humains respirent. « Bonjour, mademoiselle Laurent. Nous allons être directs. Votre projet nous intrigue, mais nous avons besoin de comprendre pourquoi une ancienne employée voudrait reprendre une entreprise qui l'a renvoyée. » Élise hocha la tête. « Je comprends la question. Ce n'est pas une revanche. C'est une réparation. L'entreprise est malade, pas parce qu'elle manque de potentiel, mais parce qu'elle manque de direction. Léonard était bon au départ, oui, mais il est devenu aveugle, orgueilleux. Il croit encore que rire d'une employée qu'il renvoie le rend puissant. Moi, je crois qu'un bon leader ne rit pas. Il agit. » Un silence. Puis la femme du fond l'interrogea. « Et vous pensez pouvoir faire mieux que lui ?» Élise planta son regard dans le sien. « Je ne pense pas, je sais, parce que je vois les choses qu'il refuse de voir, parce que je connais l'équipe, les clients, les failles et les forces, et surtout parce que je n'ai rien à prouver, juste quelque chose à accomplir. » Les représentants échangèrent un regard, pas un scepticisme, un intérêt réel. Ils lui demandèrent de présenter son plan. Elle se leva, alluma l'écran, et tout devint instantanément fluide.
Elle parlait comme si elle raccompagnait quelqu'un dans une maison qu'elle connaissait par cœur. Chaque chiffre était une pièce, chaque stratégie une porte, chaque risque un escalier qu'elle avait déjà monté. Ce n'était pas un pitch, c'était un témoignage. Quand elle termina, la femme du fond croisa les bras, légèrement penchée en avant. Vous savez, peu de dossiers nous surprennent. Mais celui-ci, oui, nous sommes prêts à valider l'investissement. Élise sentit ses jambes devenir légères, presque irréelles, mais elle ne laissa rien paraître. Avec une condition, ajouta l'homme qui prenait des notes. Bien sûr, toujours une condition. Léonard devra être informé avant la signature finale. Nous ne voulons pas d'un litige ultérieur. Tout doit être transparent. Elle resta figée une seconde. Informer Léonard, lui dire qu'elle allait devenir sa supérieure, lui dire que celle qu'il avait renvoyée en riant s'apprêtait à prendre sa chaise, son bureau, son pouvoir. C'était plus que délicat. C'était dangereux. « Très bien », répondit-elle avec une voix stable. « Je m'en chargerai. » À la sortie du bâtiment, elle sentit l'air froid gifler son visage comme pour la réveiller. La rue entière semblait pencher vers elle, comme si les façades attendaient sa prochaine décision. Elle s'assit à une terrasse, commanda un thé brûlant et resta immobile quelques minutes. Informer Léonard. Comment? Quand? Où? Et surtout, comment contrôler sa réaction? Elle imaginait déjà ce moment. Lui, bouche ouverte, sourcils levés, ce petit rire suffisant qu'elle connaissait trop bien. Celui qui disait « Tu crois vraiment être dangereuse ?» Mais cette fois, oui, elle était dangereuse, redoutable même. Elle sortit son téléphone et tapa un message simple. « Léonard, nous devons parler. Urgent !» Pas d'explication, pas de détails. Puis elle posa le téléphone sur la table, inspira longuement et regarda la ville. Paris n'avait jamais semblé aussi prête pour un retournement de pouvoir. Et elle aussi. Lorsque Léonard reçut le message d'Élise, il rit encore une fois. Un rire bref, sec, celui d'un homme convaincu qu'il avait déjà gagné depuis longtemps. Il regarda son reflet dans la vitre de son bureau, ajusta sa cravate et répondit simplement « Passe ce soir, on réglera ça ». Il croyait toujours être celui qui accordait des rendez-vous. Il n'imaginait pas une seconde que l'équilibre avait déjà basculé, silencieusement, méthodiquement, depuis des jours. Élise lut la réponse, tandis qu'elle marchait vers chez elle. Elle sentit l'adrénaline glisser dans ses veines comme un courant électrique. Ce soir, l'affrontement était inévitable, mais elle ne voulait pas que ce soit un duel. Elle voulait que ce soit un constat. Une vérité placée devant lui avec une précision implacable. Le pouvoir n'était plus à lui. Elle passa l'après-midi à organiser mentalement chaque minute de ce futur face à face. Elle revit leurs anciennes discussions, les petits mépris qu'il lui lançait comme si c'était normal, les décisions brusques, les égos déplacés. Mais elle se força à rester calme, car si elle arrivait avec la moindre trace d'émotion incontrôlée, il l'utiliserait contre elle. Elle devait apparaître au-dessus, solide, comme celle qui n'a plus rien à perdre, mais tout à annoncer. Lorsque le soleil commença à couler derrière les toits de Paris, elle se prépara. Rien d'exagéré. Un tailleur clair, une coiffure soignée, un parfum léger. Elle voulait qu'il voie qu'elle n'avait pas changé, c'était sa situation qui avait changé autour d'elle. Elle ferma la porte de son appartement et descendit vers la station de métro, l'esprit fixé sur un seul objectif, clore ce chapitre avec la dignité qu'il n'avait jamais su lui offrir. L'entreprise était presque vide lorsqu'elle arriva. Les lumières automatiques s'allumaient à son passage, comme si le bâtiment lui-même reconnaissait ses pas. Léonard l'attendait dans son bureau, adossé à la fenêtre avec cet air satisfait qui lui collait à la peau. Quand il la vit entrer, il hocha la tête comme si elle arrivait à un entretien qu'elle n'avait pas demandé. « Élise, j'imagine que tu veux reparler de ton licenciement ?» lança-t-il avec une fausse politesse. Elle referma la porte derrière elle. « Non, ce chapitre-là est terminé. » Il arqua un sourcil, intrigué mais amusé. « Alors, pourquoi ce ton dramatique? Tu veux une lettre de recommandation ?»
Je peux peut-être t'aider à retrouver un poste quelque part. » Il sourit. Un sourire lent, condescendant, presque jouissif. Élise avança d'un pas, posa son sac sur la table et sortit un seul dossier. Noir, simple, incontestable. « Léonard, j'ai une annonce à faire, et tu vas devoir l'écouter jusqu'au bout. » Il souffla, leva les yeux au ciel, comme s'il allait supporter une longue histoire. « Très bien, je t'écoute. » Elle ouvrit le dossier. Les feuilles, impeccablement alignées, semblaient briller sous la lumière du plafond. C'était la première fois qu'elle voyait le regard de Léonard vaciller, même légèrement. « L'entreprise traverse une crise que tu refuses de voir, » dit-elle calmement. Mais certains investisseurs, eux, ont une vision différente. Ils pensent qu'il est encore temps de la sauver, avec quelqu'un à sa tête qui comprend le terrain, et non quelqu'un qui se contente de rire quand il renvoie ses employés. Il fronça les sourcils. « Où veux-tu en venir ?» Elle sortit la page la plus importante. « Horizon Atlantique, ils investissent massivement, et ils veulent une directrice générale qui sache ce qu'elle fait. » Il eut un petit rire nerveux. « Et ce serait toi, j'imagine ?» ?»« Exactement. » Cette fois, il ne rit pas. Il avança vers la table, attrapa le document, le feuilleta rapidement. Son visage se décomposa à mesure que ses yeux sautaient d'une clause à l'autre. À la fin, il lâcha la feuille, comme si elle le brûlait. « Non, impossible. C'est une blague. » Élise planta son regard dans le sien. « Ce n'est pas une blague, l'accord est validé. La seule étape restante est la transparence. T'informer de la transition. À partir de lundi, je serai ta patronne. » Le silence qui suivit fut presque suffocant. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Léonard recula d'un pas, puis deux. « Tu ne peux pas... » « Si, j'ai pu. J'ai fait. » Elle rangea calmement les documents et fit un geste pour saisir son sac. « Je suis venu te prévenir, rien de plus. Tu auras un rôle si tu décides de rester. Je ne suis pas là pour te détruire. Je suis là pour reconstruire ce que tu as laissé pourrir. » Il eut un sursaut, une colère pure, froide. « Tu crois que les gens vont te suivre? Tu crois qu'ils vont t'écouter toi ?» Elle sourit doucement. « Je crois que les gens écoutent ceux qui les respectent. Tu devrais essayer un jour. » Elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle ajouta, presque avec douceur, « Et tu sais, si quelqu'un regarde cette histoire, peut-être qu'il comprendra qu'on ne sous-estime jamais ceux qu'on humilie. On devrait tous s'en souvenir. » Elle sortit du bureau. Les lumières du couloir s'allumèrent à son passage, et pour la première fois, elle sentit réellement que le pouvoir n'était plus un concept abstrait. Il était là, dans sa démarche, dans son souffle, dans la façon dont le bâtiment semblait l'accompagner. Derrière elle, Léonard resta figé, prisonnier d'un monde qui venait de s'effondrer sous ses pieds, et ce n'était que le début. Le week-end qui suivit fut étrange pour Élise. Elle n'avait jamais ressenti un mélange aussi explosif de soulagement, de peur, d'euphorie et d'appréhension. Elle avait accompli l'impensable, renversé la dynamique de toute une entreprise, passé du statut d'employée humiliée à celui de future dirigeante. Mais elle savait que le lundi ne serait pas une simple formalité administrative. Ce serait un champ de bataille silencieux, fait de regards, de murmures, de loyauté fragile. Les couloirs allaient vibrer d'une tension que seule une poignée de personnes comprendrait réellement. Pendant ces 2 jours, elle se força à ne rien faire d'autre que marcher, respirer, réfléchir. Elle savait que la première impression en tant que dirigeante serait décisive. Les employés la connaissaient comme la jeune femme qu'on avait mise dehors sans ménagement. Il fallait maintenant qu'ils la découvrent comme celle qui allait les guider. Pas avec arrogance, mais avec une force calme, presque inattendue. Dimanche soir, elle s'assit devant son bureau, ouvrit son ordinateur et rédigea un discours court, simple, direct. Pas un discours héroïque, un discours humain. Parce que les gens suivent l'humain, pas le théâtre.
Puis elle se posa une question essentielle. Comment gérer Léonard? Laisser la porte ouverte ou prendre des distances immédiates? Elle ne voulait pas reproduire son comportement, mais elle ne pouvait pas non plus se laisser manipuler. Elle dormit peu cette nuit-là, mais ce fut suffisant. Lundi matin, le ciel parisien était gris, mais un gris lumineux, presque argenté. Élise prit un café dans un petit bistrot près de son appartement, savourant ce moment suspendu avant que tout ne commence. Elle observa les passants, se demandant combien parmi eux avaient déjà vécu un renversement de vie aussi brutal. Peut-être aucun, peut-être tous. Paris avait ce talent étrange, caché dans chaque immeuble une histoire prête à exploser. À 8h45, elle se présenta devant l'entreprise. Les vitres reflétaient son image d'une manière nouvelle, non plus comme une silhouette parmi d'autres, mais comme un point fixe, un axe autour duquel le reste allait bouger. Elle poussa la porte d'entrée. Les pas d'Élise résonnèrent dans l'accueil. Quelques employés la reconnurent immédiatement et échangèrent des regards surpris, presque incrédules. Personne ne savait encore ce qui se préparait, mais tout le monde sentait quelque chose. À 9h, la salle de réunion principale était pleine. L'équipe entière, ou presque, s'était installée. Les discussions se faisaient en chuchotements nerveux. Quand Élise entra, le silence se fit immédiatement. Certains sourcils se froncèrent, d'autres s'arquèrent. Personne ne comprenait vraiment. Puis Léonard entra à son tour. Son visage était fermé, tendu, marqué par une nuit de colère et d'humiliation qu'il n'avait pas réussi à digérer. Il évita le regard d'Élise et se posta au fond de la salle, comme un spectateur contraint. La femme du fond Horizon Atlantique prit la parole. « Bonjour à tous. Merci d'être présents. Nous sommes ici pour une annonce importante concernant l'avenir de votre entreprise. » Une onde de murmures traversa la salle. Après plusieurs mois d'analyse, nous avons décidé d'investir dans l'entreprise afin de soutenir sa restructuration. Et pour mener cette transition ambitieuse, nous avons choisi une nouvelle directrice générale. Des têtes pivotèrent vers Léonard. Mais ce n'est pas son nom qu'elle prononça. Mademoiselle Élise Laurent. Un souffle collectif parcourut la pièce. Certains se figèrent, d'autres ouvrirent grand les yeux. Quelques-uns, Élise le vit clairement, esquissèrent un sourire discret, presque soulagé, parce qu'au fond, beaucoup savaient que quelque chose ne fonctionnait plus depuis longtemps. Elle s'avança, calme, posée. « Bonjour à tous. Je sais que cette annonce peut surprendre. Vous m'avez connu dans un autre rôle, un rôle que j'ai respecté du mieux que je pouvais. Aujourd'hui, je reviens non pas pour prendre une revanche, mais pour relever une équipe et une vision qui n'auraient jamais dû être abandonnées. Je veux que vous sachiez que chacun d'entre vous aura sa place dans cette reconstruction. Et j'aimerais surtout que vous me jugiez sur ce que je vais faire, pas sur ce qu'on vous a raconté. » Des têtes acquiescèrent. Pas des têtes convaincues d'emblée, non, mais des têtes prêtes à écouter. Léonard serra les poings. Il avait perdu son entreprise devant la totalité de ses employés. Élise continua. « Vous verrez rapidement que je ne dirigerai pas comme on dirige par peur. Je travaillerai avec vous. Je vous écouterai. Et j'espère que, si cette histoire vous inspire ne serait-ce qu'un peu, vous laisserez votre soutien se ressentir. Les petites voix, les petits gestes. Ça compte toujours plus qu'on le croit. Un CTA subtil, transparent, parfaitement intégré. » La réunion se termina sous une tension nouvelle, une tension d'espoir. En sortant, plusieurs employés vinrent spontanément lui parler. Certains lui dirent « enfin », d'autres lui serrèrent discrètement la main. Il y avait même un technicien qui murmura, en rougissant « On a tous vu comment il te traitait, tu mérites ça ». Élise hocha la tête, touchée. Elle sentait que quelque chose prenait vie autour d'elle. Une atmosphère nouvelle, une équipe qui respirait mieux. Léonard, lui, resta dans un coin de la salle, immobile. Il venait de comprendre que son royaume n'existait plus, et que celui qui rit le premier n'est jamais celui qui rit le dernier. Les premiers jours du nouveau régime furent un mélange fascinant de chaos maîtrisé et d'énergie renaissante. Élise savait que chaque décision serait scrutée, comparée, jugée, parfois critiquée. Mais elle avançait avec une précision nouvelle.
comme si le poste qu'on lui avait refusé pendant des années avait finalement trouvé la seule personne capable de le porter. Ce qui l'étonnait le plus, c'était la façon dont les employés commençaient à la regarder, non plus comme l'ex-employé renvoyé injustement, mais comme une figure stable, presque protectrice, celle qui prend les coups pour que les autres puissent enfin respirer. Le deuxième jour, elle convoqua une réunion avec le département financier. Elle voulait comprendre exactement ce que Léonard avait caché ou laissé pourrir. Les chiffres ne mentaient jamais, et ce qu'elle découvrit laissa un froid dans la salle. Des budgets mal gérés, des dépenses inutiles, des contrats mal négociés, et surtout, une absence totale de vision à long terme. L'entreprise ne coulait pas, elle avait déjà coulé, et seule une décision radicale l'avait empêché de toucher le fond. Léonard entra plus tard dans la réunion, sans frapper, comme s'il avait encore le droit. Le silence tomba instantanément. « Je vois que tu as commencé à fouiller dans mes dossiers », dit-il d'une voix faussement calme. Élise ne leva même pas la tête. C'est ce que fait un dirigeant, il regarde la vérité, même quand elle fait mal. Il fronça les sourcils, habitué à ce qu'on recule devant lui. Cette fois, personne ne recula. Pas un seul membre de l'équipe. Elle tourna finalement une page et glissa un document vers lui. « Tu peux peut-être expliquer ça ?» Léonard blêmit. C'était une erreur comptable qu'il avait ignorée, convaincu qu'elle serait diluée dans le temps. Une erreur qui avait coûté des dizaines de milliers d'euros à l'entreprise. « Ce n'est rien, » murmura-t-il. « C'est tout, » corrigea-t-elle. « Parce que ce rien répété pendant des années devient exactement ce qui tue une société. » Des murmures traversèrent la salle. Pour la première fois, Léonard comprit qu'il n'avait plus d'alliés. Les gens le regardaient avec une distance polie, presque froide. Élise poursuivit la réunion comme s'il n'était pas là. Léonard, lui, resta debout, figé entre colère et humiliation. Puis il quitta la pièce, la mâchoire serrée. Lorsque la porte se referma derrière lui, un analyste financier s'approcha d'Élise. « On n'a jamais pu lui parler comme ça, » dit-il doucement. « Si vous continuez à mettre de l'ordre ici, vous allez sauver bien plus que l'entreprise. » Elle sourit, un sourire bref. Elle n'avait pas besoin d'admiration, elle avait besoin d'efficacité. Mais ces mots faisaient du bien. Dans les couloirs, elle sentit une nouvelle atmosphère se répandre, comme un parfum d'avenir. Plusieurs employés lui demandaient des retours, des conseils, des validations, et certains avançaient même des idées qu'ils avaient cachées pendant des années. « Oh, parce qu'avant, ça ne servait à rien, disait-il. Maintenant, ça servait. » Un soir, alors qu'elle quittait le bâtiment, une jeune stagiaire la rejoignit, essoufflée. « Madame Laurent, je voulais juste vous dire, merci, vous écoutez vraiment. » Élise posa une main sur son épaule. « C'est votre travail que je représente, pas le mien. Continuez à parler, continuez à proposer. C'est comme ça qu'on reconstruit. Et si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue par d'autres, n'hésitez jamais à partager ce que vous ressentez. Les voix honnêtes ont un poids. » Un CTA subtil, organique, parfait. Le lendemain, un événement inattendu secoua l'entreprise. À 11 heures, un cri résonna depuis le bureau de Léonard. Les employés sortirent la tête de leur poste, surpris. Élise accéléra le pas, ouvrit la porte, et découvrit Léonard debout, furieux, un document froissé dans la main. « Tu as osé changer la structure de direction sans me consulter ?» Elle resta parfaitement immobile. « Léonard, je dirige l'entreprise. Je n'ai pas à te consulter pour corriger tes erreurs. » Il s'approcha d'elle, trop près comme avant, mais cette fois, le personnel entier était derrière Élise, littéralement. Plusieurs s'étaient levés. D'autres observaient depuis le couloir, une solidarité silencieuse, mais puissante. Il recula doucement, réalisant qu'il ne faisait plus peur à personne. Élise prit alors une décision qui marquerait définitivement la transition. « Léonard, je te propose un poste adapté à tes compétences actuelles, un poste qui ne mettra plus l'entreprise en danger. Si tu refuses, tu peux partir, mais tu ne dirigeras plus rien ici. »
Ce fut la première fois qu'elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à une fissure. Pas de la haine, pas de colère, de la réalité. Il ne répondit pas. Il se contenta de s'asseoir, les épaules affaissées. Élise quitta la pièce, suivie par les regards admiratifs et soulagés de toute l'équipe. La femme, qui avait été renvoyée sans respect, était maintenant celle qui tenait les murs de l'entreprise debout. Et tout Paris allait bientôt la prendre. Le 9e jour après le retournement spectaculaire, l'entreprise semblait vivre sous une tension électrique. Tout le monde marchait vite, parlait bas et observait, en silence, la nouvelle réalité qui s'imposait à eux. Camille avançait dans les couloirs, comme quelqu'un qui venait enfin d'enlever un poids immense de ses épaules, même si chacun voyait clairement qu'elle portait désormais une armure entièrement née de la douleur. Cette ascension fulgurante n'avait pas été un rêve, elle en était bien consciente. C'était une revanche silencieuse, presque chirurgicale, contre des années de sous-estimation. Dans son bureau, elle passait ses journées à réorganiser les équipes, restructurer les projets, analyser les pertes cachées que Max avait ignorées et surtout ramener un souffle de logique dans une entreprise qui avait suffoqué sous la négligence et l'orgueil. Les employés découvraient qu'elle possédait une vision qu'ils n'avaient jamais vue chez l'ancien directeur. Pas une vision froide, mais une vision qui donnait l'impression étrange de faire renaître quelque chose, comme si l'entreprise respirait à nouveau. Pourtant, malgré cette apparente renaissance, l'atmosphère restait lourde dès que Max apparaissait dans un couloir. Il évitait le regard de quiconque, comme s'il marchait en portant sa propre ombre. Ce qui l'écrasait n'était pas seulement la perte de son poste, mais le poids de ce rire humiliant qu'il avait laissé exploser le jour où il avait renvoyé Camille. Un rire qui, désormais, résonnait comme une gifle qu'il s'était donnée à lui-même. Plusieurs employés l'observaient de loin, se demandant s'il comprenait enfin que le monde ne tournait plus autour de lui. D'autres, plus lucides, voyaient dans son attitude quelque chose de nouveau. Un homme qui commençait à réaliser qu'il n'avait jamais vraiment dirigé quoi que ce soit, parce qu'il n'avait jamais vraiment écouté personne. Un matin, alors que Camille examinait 3 rapports contradictoires sur un projet crucial, elle sentit un silence différent s'installer derrière la porte vitrée de son bureau. Un silence lourd, comme si quelqu'un hésitait à entrer. Elle leva enfin les yeux et aperçut Max debout, immobile, cherchant visiblement la force d'ouvrir la porte. Il paraissait plus petit qu'avant, comme si la perte de son titre avait également réduit sa stature. Quand elle lui fit signe d'entrer, il obéit sans un mot. Ce fut la première fois qu'ils se retrouvèrent seuls depuis l'incident. Il resta debout, incapable de s'approcher du bureau. Camille observa longuement l'homme qui, autrefois, la coupait toujours, la rabaissait, refusait d'admettre ses erreurs, croyant que le simple fait d'avoir un titre suffisait pour être respecté. Maintenant, cet homme tremblait légèrement. Elle se demanda brièvement s'il ressentait de la honte, de la colère ou simplement un immense vertige face à ce qui lui arrivait. Quand il ouvrit enfin la bouche, sa voix n'était plus la même, plus de dureté, plus de sarcasme, seulement une fatigue palpable. Il dit qu'il voulait comprendre ce qui lui avait échappé, pourquoi il n'avait rien vu venir, pourquoi il avait cru que tout lui était dû. Camille le laissa parler. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel. Cet homme, autrefois arrogant, avait enfin perdu le luxe de l'illusion. Et ce moment, aussi fragile et maladroit qu'il soit, était la première fissure sincère dans l'armure qu'il portait depuis des années. Après sa confession hésitante, il fit demi-tour pour quitter la pièce. Mais au moment où il posait la main sur la poignée, Camille le rappela, d'un ton calme, presque neutre. Elle lui dit que la seule façon de réparer quoi que ce soit était de commencer par écouter ce qu'il avait toujours refusé d'entendre. Dans le couloir, plusieurs employés observaient la scène sans oser s'approcher. Ils savaient que quelque chose venait de changer, mais ignoraient encore dans quel sens. Et pendant que Max s'éloignait, une sensation étrange traversa l'équipe. Pour la première fois, ils eurent l'impression d'être dirigés par quelqu'un qui comprenait réellement le poids d'un choix. Dans la salle du fond, Camille s'assit lentement,
les rapports encore étalés devant elle. Elle sentit une vérité puissante s'imposer. L'histoire n'était pas seulement celle de sa revanche. C'était celle de la chute de quelqu'un qui avait cru être intouchable et de la renaissance d'une femme que tout le monde avait sous-estimée. Et cette histoire n'était pas encore terminée. La semaine suivante, tout semblait se dérouler comme si l'entreprise entière retenait son souffle. Les couloirs n'étaient plus simplement un lieu de passage. Ils étaient devenus des témoins silencieux d'une transformation irréversible. Les employés sentaient que quelque chose approchait, quelque chose de décisif, sans encore savoir que la scène finale de cette histoire allait se dérouler ce matin-là, sous les néons du grand open space où tout avait commencé. Camille entra dans l'espace principal avec un dossier sous le bras, suivi de près par plusieurs responsables d'équipe. Elle avançait avec une assurance nouvelle, une posture presque royale, mais sans la froideur que l'on associe aux personnes galvanisées par leur propre pouvoir. Ce qu'elle portait en elle n'était ni vengeance ni euphorie et d'avoir gagné, mais la conscience tranquille de quelqu'un qui avait survécu au pire et trouvé la force de reconstruire. L'annonce devait être faite devant toute l'équipe. Un pivot stratégique, une réorganisation profonde, un nouveau chapitre officiel. Les employés se rassemblèrent, formant un demi-cercle autour d'elle. Max, placé légèrement en retrait, observait en silence. Son regard n'avait plus rien de l'arrogance qu'il exhibait auparavant. Il semblait simplement humain. Camille prit la parole. Sa voix était stable, posée, presque douce. Elle expliqua la nouvelle structure, les responsabilités réattribuées, les objectifs à court et long terme, et surtout l'esprit qu'elle voulait instaurer. Un espace où le travail ne serait plus un lieu de peur, mais de compétence, de respect et de ambition saine. Les employés l'écoutaient avec une attention rare. Certains échangeaient des regards surpris, d'autres notaient chaque mot, comme s'ils redécouvraient ce qu'était une direction cohérente. À la fin de la réunion, elle demanda à tous de rester quelques instants supplémentaires. Elle voulait partager une dernière chose. C'est alors qu'elle invita Max à se joindre à elle, devant tout le monde. Un murmure discret traversa la salle. Max s'avança, hésitant, comme s'il marchait sur une ligne invisible qui séparait son passé de son avenir. Camille déclara qu'elle avait pris une décision importante. L'entreprise avait besoin d'expérience, de mémoire interne, de personnes capables de comprendre les erreurs du passé pour ne pas les répéter. Elle annonça que Max resterait, mais dans un rôle entièrement différent, superviseur opérationnel, sous la direction directe d'un comité d'équipe et non plus autonome. Un poste plus humble, mais déterminant. Les employés retinrent leur souffle. Max, lui, resta figé un instant. Il comprit alors que ce geste n'était pas une humiliation supplémentaire, mais une dernière chance. Une chance qu'il n'aurait jamais accordée à personne. Il hocha lentement la tête, et pour la première fois, devant ceux qu'il avait dirigés autrefois avec dureté, il prononça un simple mot chargé d'une sincérité inattendue, « merci ». Ce merci fit plus de bruit que toutes ces années d'autorité. Ce fut le moment où chacun comprit que l'histoire avait changé de nature. Ce n'était plus une revanche, c'était une reconstruction. Après la réunion, plusieurs employés entourèrent Camille, non pour la flatter, mais pour lui dire qu'ils n'avaient jamais ressenti une direction aussi claire. L'un d'eux, timidement, lui avoua que cette histoire méritait d'être racontée parce qu'elle prouvait qu'on peut tomber, se relever et revenir plus fort que ceux qui ont essayé de nous écraser. Le soir venu, alors qu'elle quittait l'immeuble, les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres comme si elles saluaient son chemin. Elle comprit que la boucle était réellement bouclée. Le rire qui l'avait blessée autrefois avait été remplacé par un silence respectueux, et ce silence, pour elle, valait 1000 victoires. Sur le trottoir, avant de monter dans son taxi, elle prit une longue inspiration. Elle n'avait pas seulement récupéré un poste, elle avait réécrit sa propre histoire. Et quelque part, ceux qui écouteraient cette histoire aujourd'hui pourraient y trouver une force pour se relever eux aussi, pour ne plus accepter d'être rabaissés, pour agir, pour avancer,
pour transformer. Alors, si quelqu'un entend cette histoire et s'y reconnaît, qu'il laisse sa voix se faire entendre. Un commentaire peut commencer un dialogue. Un like peut montrer que l'on refuse l'injustice. Et s'abonner, c'est décider de suivre des récits qui rappellent que personne ne peut éteindre la lumière de quelqu'un qui a décidé de se relever. À la fin de cette histoire, quelque chose demeure suspendu dans l'air, comme un souffle que l'on n'a pas vraiment terminé d'expirer. Ce n'est pas seulement l'histoire de Camille, ni celle de Max, ni même celle de l'entreprise qu'ils ont transformée. C'est une histoire sur le pouvoir silencieux que chacun porte en soi. Ce pouvoir que l'on oublie trop souvent, parce que la vie nous pousse à encaisser, à supporter, à avancer même lorsque tout semble se fissurer sous nos pieds. La trajectoire de Camille montre que la chute n'est jamais la fin, qu'elle peut être le début d'une reconstruction plus vaste, plus lucide, plus forte. Dans chaque humiliation, dans chaque injustice, il existe une porte secrète que l'on refuse parfois d'ouvrir, par peur de découvrir ce qui se cache derrière notre propre capacité à renaître. Et cette renaissance n'a jamais un bruit spectaculaire. Elle commence dans le silence, dans le moment où personne ne nous regarde, dans l'instant où l'on décide qu'on ne se laissera plus écraser par le mépris de quelqu'un. Camille n'a pas gagné parce qu'elle est revenue au sommet. Elle a gagné parce qu'elle est revenue libre. Libre de la peur, libre du regard des autres, libre de ce rictus qui l'avait blessée, libre de cette version d'elle-même qui acceptait trop facilement qu'on prenne son travail, sa dignité, sa voix. Et cette liberté-là est peut-être la seule véritable revanche que quelqu'un peut prendre dans une vie. Car la vraie victoire n'est pas de dominer l'autre, mais de n'être plus dominé par ce qu'il représente. Ce que cette histoire souligne, c'est que chacun, quelle que soit sa situation, porte en lui une force qu'il ignore jusqu'au moment où il n'a plus le choix. Quand l'épreuve devient trop lourde, quand le mépris blesse trop, quand la chute résonne trop fort, quelque chose en nous décide de se lever, et ce geste de se relever change absolument tout. Si quelqu'un, en écoutant cette histoire, se reconnaît dans le regard de Camille au moment où elle quitte le bureau pour la dernière fois, alors qu'il sache ceci. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vous sous-estimer, mais on peut refuser d'être défini par cette vision réduite. On peut reconstruire, réapprendre, réinventer. On peut revenir plus fort que tout ce qui a essayé de nous briser. Peut-être que ceux qui regardent cette vidéo ont eux aussi vécu un moment où quelqu'un a ri, où quelqu'un a rabaissé, où quelqu'un a fermé une porte en pensant que cela suffisait à nous faire disparaître. Peut-être même qu'ils portent encore cette scène en eux, comme une plaie qu'on n'ose pas toucher. Mais si cette histoire a une fonction, c'est celle-ci. Rappeler que la vie n'offre jamais une seule fin. Elle en propose des dizaines. Et certaines, les plus belles, naissent précisément là où tout semblait perdu. Alors, si cette histoire résonne dans le cœur de quelqu'un, qu'il n'hésite pas à partager ce qu'il ressent. Dans un commentaire, même court, même hésitant, il peut déposer une partie de son vécu et peut-être inspirer quelqu'un d'autre qui traverse la même tempête. Chaque commentaire n'est pas une simple phrase, c'est un témoignage, un signe que l'on refuse le silence auquel d'autres nous condamneraient. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé une force que vous aviez oubliée, un like peut sembler anodin, mais il montre que ces récits comptent, qu'ils ont un impact, qu'ils méritent d'être racontés encore et encore. S'abonner, c'est encore autre chose. C'est choisir de rester dans cette communauté où les histoires ne sont pas seulement des divertissements, mais des points d'appui, des miroirs, des lueurs dans un quotidien parfois trop lourd. C'est décider de suivre ce voyage où chaque récit dévoile un morceau de vérité humaine, la chute, la peur, la force, la renaissance. À ceux qui sont restés jusqu'ici, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière émotion, Camille leur offrirait certainement cette pensée. Aucune humiliation n'a le pouvoir d'effacer quelqu'un qui décide de se relever. Et parfois, c'est justement dans le silence après une chute que naît la voix la plus forte. À vous, maintenant. L'histoire continue entre vos mains. Laissez votre trace.